Bonjour à toutes et à tous. Notre semaine spéciale sécheresse continue dans Smart Impact. Le constat, les enjeux, les solutions, c'est ce que l'on vous propose tous les jours avec mes invités. Et pour commencer aujourd'hui, Guy Roas, expert en gestion hydraulique aux voies navigables de France. Cet été, le transport fluvial a souffert du niveau historiquement bas de certains cours d'eau. Un enjeu majeur alors que les fleuves sont une alternative à la route et donc aux camions. Notre débat porte sur les solutions de stockage et de rétention. Comment mettre en place des stratégies à long terme sur la gestion des ressources en eau. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, on va découvrir Castali et ses fontaines en verre durable et réutilisable. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact, spécial sécheresse. Bonjour Guy Roas, bienvenue. Vous êtes donc expert en gestion hydraulique aux voies navigables de France. Quelques chiffres sur les voies navigables de France, c'est 6700 km de fleuves, rivières et canaux. Ça représente 80% du réseau national en France métropolitaine. Si on fait un constat aujourd'hui, là, en cette mi-septembre, ces réseaux, est-ce qu'ils sont tous navigables? On a vu ces images de la Loire, par exemple, à sec au cœur de l'été. Tiens, la Loire, elle a retrouvé un niveau un peu plus normal. On en est où? Alors, merci d'abord de votre invitation. Sur le secteur navigable dans son ensemble, aujourd'hui, et on va parler de la Loire spécifiquement, oui. On est à 97% de réseau ouvert, donc sur les 6700 km dont vous avez parlé, oui. Ce qui est, je crois, effectivement très satisfaisant quand on compare effectivement avec d'autres pays européens qui sont aujourd'hui très touchés, je pense notamment à l'Allemagne, mais également les Pays-Bas, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Sur la Loire, la situation est particulière. C'est un fleuve qui, à la différence des autres fleuves navigables français, n'a pas été équipé de la même façon. Globalement, vous avez deux grands secteurs équipés en France, les fleuves navigables, la Seine, le Rhône, le Rhin, la Moselle, la Meuse, tous l'Escaut également, sur la partie nord du pays. Tous ces fleuves ont été aménagés au 19e et au 20e siècle avec un système hydraulique assez complexe qui associe à la fois des réservoirs en eau sur la partie amont des grands bassins versants qui les constituent, et puis également des barrages qui les régulent tout au long de leur cours. Ces barrages qui sont mobiles, qui peuvent s'adapter au débit qui circule. Et donc, quand il y a une sécheresse comme cet été, ça permet quand même de gérer la ressource et donc de garder de la navigabilité sur ces fleuves, c'est ça? Tout à fait. Ouais. Et au-delà de la navigabilité, une bonne partie des enjeux de la gestion de cette eau, puisque ce n'est pas seulement la navigation, c'est également l'alimentation en eau potable, l'énergie, l'agriculture qui sont concernés. Et donc la Loire, elle n'a pas tout ça? La Loire n'a pas tout ça. Okay. Aménagée beaucoup au 19e siècle, fleuve assez particulier sur ses 1000 km de long. Elle a été aménagée comme le Rhin dans sa partie allemande, à courant libre. C'est-à-dire qu'on a sur la partie amont du bassin de la Loire, très en amont dans le Massif central, des bassins qui régulent globalement le débit, mais ensuite on ne régule pas les niveaux, il n'y a pas d'ouvrage qui le régule. Donc lorsque le débit est faible, effectivement, on va avoir une profondeur d'eau très faible sur une bonne partie de son cours, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas de la Seine, du Rhône ou de nos autres fleuves français. Ouais. Donc vous dites quand même 97% du réseau voie navigable de France qui reste navigable. Malgré tout, alors cette sécheresse, on a le sentiment qu'elle était exceptionnelle. Est-ce que dans vos archives, vous avez déjà vécu une situation similaire? On a tous 76 en tête, mais est-ce qu'il y a eu des situations similaires? Oui, alors le changement climatique pour nous, c'est effectivement observé, bien sûr aujourd'hui, mais déjà depuis pas mal d'années, on le constate. Vous avez parlé de 1976, on peut parler aussi plus récemment de 2003, mais également de 2018 sur le Rhin, enfin des événements qui nous marquent un peu partout sur le territoire. Est-ce qu'ils s'accélèrent ces événements? Alors effectivement, et Météo France Le Monde, dans ses études récentes, on voit bien qu'aujourd'hui, les étés qui se succèdent, notamment sur les mois de juin à septembre, eh bien, on a des précipitations moins importantes et des températures plus élevées qui augmentent la sécheresse, les phénomènes de sécheresse, et touchent de plus en plus nos territoires. Donc, vous l'avez dit, votre rôle, c'est aussi la gestion de l'eau. Comment vous maintenez un niveau d'eau, entre guillemets, décent, j'emploie mes termes à moi, malgré cette sécheresse? Alors, VNF, c'est 4000 agents qui sont présents sur l'ensemble du territoire, au travers de 7 directions territoriales, qui sont présents 24 heures sur 24 pour effectivement observer le fleuve, disposant de systèmes d'observation, de capteurs, et intervenant sur les ouvrages pour effectivement gérer au mieux les quantités d'eau dont nous disposons.
Donc ce sont des barrages, ce sont des écluses, ce sont des ponts-canaux, des tunnels qui sont manœuvrés, qui sont suivis, manœuvrés par ces agents et qui assurent donc le meilleur fonctionnement possible en fonction des apports d'eau dont nous disposons. L'enjeu, c'est notamment de préserver la vie aquatique. Parce que on va penser, on parlait d'irrigation avec les agriculteurs cette semaine, mais c'est la base, quoi. C'est le premier enjeu, il est là, quoi. Oui, alors c'est la gestion de l'eau. Donc la biodiversité, d'une certaine façon. C'est un ensemble, effectivement, et vous avez raison de le mentionner. C'est d'abord les habitats piscicoles, les habitats naturels qui sont dans ce fleuve, mais également tous les usages qui sont associés. On a parlé de la navigation, mais effectivement, un enjeu majeur également, c'est l'alimentation en eau potable de nos grandes villes. C'est le cas de Paris, par exemple, la capitale qui dépend très largement de l'eau dans la Seine, et évidemment sur d'autres secteurs également. Donc on a un ensemble de sujets à traiter, et évidemment la biodiversité qui est un enjeu majeur. On pourra peut-être y revenir. On a des problématiques aujourd'hui liées au changement climatique, avec des espèces qui apparaissent sur nos cours d'eau du fait du transport accéléré, mais aussi des changements de température et de contexte environnemental qui favorisent des espèces exotiques sur nos réseaux. Et oui, on parle parfois d'espèces invasives, mais ça veut dire un risque d'appauvrissement de la biodiversité avec le réchauffement? Alors, j'irai pas jusque-là, mais des changements de biodiversité, on l'observe déjà. Effectivement, tout l'enjeu va être pour nous tous les acteurs de l'eau, de nous adapter à ces changements. Alors, j'en viens maintenant, il nous reste un peu plus de 4 minutes sur l'activité de fret et l'impact de cette sécheresse sur l'activité. J'ai vu qu'il avait fallu réduire les chargements de certains bateaux, de certaines péniches, parce qu'il n'y avait pas assez d'eau, quoi. Elles risquaient de ne pas pouvoir naviguer, tout simplement. Alors, sur le réseau grand gabarit français, ce que je rappelle, c'est 2500 km de grand gabarit, où on peut transporter jusqu'à 4400 tonnes de marchandises sur une embarcation, l'équivalent d'à peu près 200 camions. Sur le réseau français, on n'a pas été touché. L'information touche principalement le Rhin et une partie de ces grands affluents qui ne sont pas aménagés comme le réseau français. La partie en aval du Rhin, en Allemagne et aux Pays-Bas, est à courant libre comme la Loire. Et donc c'est là où les frettes ont été très largement impactées. Mais sur le réseau français, aujourd'hui, on transporte au maximum de l'enfoncement sur la Seine, sur le Rhône et sur la plupart de nos fleuves. C'est un enjeu majeur économique pour le secteur. On en a parlé d'ailleurs ici même il y a quelques mois. Vous voulez relancer le fret fluvial qui a énormément diminué depuis les années 60, il faut le rappeler. Oui, c'est vrai. Il avait beaucoup diminué. Aujourd'hui, il est un enjeu très important de la décarbonation. On voit bien, effectivement, je citais le chiffre de ces 200 camions évités par le transport fluvial, mais c'est aussi, en même temps, une réduction très importante des gaz à effet de serre qui sont émis avec ces bateaux. Donc on a une solution très intéressante. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'entreprises qui ne s'y trompent pas aujourd'hui. Je pense à la grande distribution, je pense évidemment traditionnellement à la céréale, à l'agroalimentaire, au BTP qui transportent. Les chantiers du Grand Paris aujourd'hui se font beaucoup sur la Seine grâce au transport fluvial. Donc on a effectivement des perspectives importantes avec la logistique fluviale, avec la logistique fluviale urbaine également, pour éviter la traversée des grandes villes. Donc il y a beaucoup de perspectives de repartir avec la voie d'eau. Mais ce qui n'est pas si simple, parce que nos villes, elles ont changé depuis. Les quais, ils ont été utilisés, souvent pour les loisirs d'ailleurs, donc la désindustrialisation est passée par là. Donc c'est quoi les solutions pour de nouveau pouvoir livrer en péniche en centre-ville? Il y en a, on en avait parlé, elles sont assez ingénieuses. Comment ça fonctionne? Alors vous l'avez dit, c'est beaucoup d'innovation, c'est beaucoup de coordination entre beaucoup d'acteurs, puisqu'il faut traiter principalement non seulement le transport sur la voie d'eau, mais ensuite les ruptures de charge et la reprise des matières pour les transporter à l'intérieur des villes. Donc c'est toute cette chaîne logistique sur laquelle Voies Navigables travaille avec beaucoup d'acteurs, des entreprises, des chargeurs, des transporteurs, les collectivités locales qui sont aujourd'hui très largement associées à la réflexion. Il faut faire quoi? Soyons concrets, pardon de vous interrompre. Il faut transformer les péniches, par exemple, pour livrer différemment. On livre plus en vrac, on livre pour avoir peut-être, je sais pas, des petites camionnettes électriques qui vont ensuite récupérer le chargement. C'est quoi la solution? C'est tout à fait ça. Pensez d'abord le bateau lui-même pour favoriser le transport de marchandises et de pactages différents, pour pouvoir ensuite les amener sur des surfaces de quai et ensuite, depuis ces surfaces de quai, les diffuser par différents systèmes aujourd'hui. Donc on est bien effectivement sur des solutions qui associent toutes ces composantes-là
et sur lesquels on travaille avec tous les acteurs. Sans forcément transformer les quais en question, c'est-à-dire on ne remet pas forcément des entrepôts sur les quais. Non, il y a différentes solutions. Il y a différentes solutions. On réfléchit un peu partout dans les grandes villes aujourd'hui à des systèmes où le bateau lui-même constitue un lieu de stockage. C'est ça. Et puis ensuite, on va essayer de trouver la solution la plus astucieuse sur des surfaces adaptées où on va traiter la rupture de charge et ensuite repasser sur d'autres systèmes. Alors évidemment, ça veut dire des alliances entre acteurs. La SNCF, avec laquelle on travaille aujourd'hui énormément, on sait que les deux modes de transport sont extrêmement importants à l'avenir pour les marchandises. Et donc on travaille à bien réfléchir le passage de la charge entre le bateau et la voie ferrée, mais aussi avec d'autres systèmes, vous l'avez évoqué, dans les centres-villes. Ce n'est pas le fer qui sera toujours la solution. Évidemment. Merci beaucoup, merci Guiroise d'être venu nous présenter les enjeux des voies navigables de France. À bientôt sur Bismart. On passe à notre débat, comment mettre en place des stratégies de long terme pour la gestion de l'eau. Et je vous présente tout de suite les invités du débat de Smart Impact. Bernard Saunier, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes membre de l'Académie des technologies, ancien président de Lyonnaise des Eaux, service associé de la SAFEJ. Bernard Tardieu, bonjour, bienvenue à vous aussi. Vice-président du pôle énergie à l'Académie des technologies et président d'honneur de Quan et Belli. Je voudrais commencer par le constat, peut-être avec vous Bernard Saunier, cette sécheresse qui nous a paru exceptionnelle. Est-ce qu'elle pourrait devenir la norme des prochaines décennies? Comment vous l'appréhendez? Je pense qu'il faut prendre les choses avec rationalité et perspective. La France est bénie des dieux. Nous avons 20 000 litres d'apport par jour d'eau en France. Ouais. En Espagne, 1,5 fois moins. Et en Californie, 2 fois moins. On peut mobiliser 8 000 litres par habitant et par jour. On n'en utilise vraiment que 1200. Et il y en a 400 à peu près, ou 440, qui ne retournent pas dans le milieu récepteur. Donc on est béni des dieux. Simplement, cette eau arrive probablement, enfin même certainement aujourd'hui, dans des quantités plus importantes sur des durées plus courtes. Et nous avons des périodes un peu plus longues sans apport. On a connu ça depuis tous les temps. Mais nos ancêtres, qu'ont-ils fait ? Ils ont compris qu'il fallait faire des réserves, il fallait faire des stockages. C'est ce qu'ils ont fait. Peut-être devrions-nous revenir un peu en arrière, re-regarder les évolutions des dernières décennies, et peut-être qu'il y a quelques mesures importantes à prendre pour augmenter ces réserves. Alors justement, les capacités de stockage, on y viendra. Mais Bernard Tardieu, la ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher, elle disait que cet été 2022, elle s'appuyait sur des travaux d'experts, pourrait être le plus frais des 20 prochaines années. Donc, ça, c'est une réalité. Il y a cette réalité-là et il y a la réalité de l'eau à comptabiliser sur une année complète. C'est ça ce que vous nous dites? Ce qui est très important, c'est de bien séparer la température et l'eau. Oui. En gros, on peut dire que les modèles du GIEC, dès qu'il s'agit de la température, sont vraiment précis. Oui. C'est-à-dire que la tendance globale à des périodes de chaleur plus grandes est quasiment certaine. En revanche, sur l'eau, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil. Parce qu'il y a plus d'évaporation parce qu'il fait plus chaud. Oui. Donc, il y a plus d'évaporation des océans. Donc il y a plus de pluie sur nos continents, mais en même temps il y a plus d'évapotranspiration l'été, et l'eau qui reste est probablement plus forte l'hiver et moins forte l'été. Donc c'est quelque chose de bien plus subtil, l'eau, que la température. Mais Agnès Pannier-Runacher a raison de dire que du point de vue thermique, on est sur une tendance nette. Sur l'eau, on est plutôt sur une tendance un peu plus d'eau et plus d'évapotranspiration l'été. Oui. Et donc plutôt moins d'eau dans les nappes profondes, dans les nappes qui sont notre principale réserve. Oui, donc là, ça c'est quand même un impact important. Donc vous le dites, sur une année, il n'y a pas une quantité d'eau plus faible? Normalement, non. Normalement, non. En revanche, il faut apprendre à, quand il y a ces pluies beaucoup plus abondantes, ça envoie des épisodes pluvieux qui sont peut-être plus violents, ça on est d'accord. Il faut capter cette eau, c'est ça l'enjeu. Il faut la retenir, et il faut toujours penser que le principal stock, il est dans le sous-sol, dans les nappes phréatiques, dans les alluvions, mais aussi par exemple dans la Beauce. Il y a une nappe phréatique qui est très importante et qui est dans les roches profondes. On les gère très très bien, et on sait que à partir du mois du printemps,
l'eau ne descend plus, l'eau s'évapotranspire. Donc c'est bien l'hiver qu'il faut surveiller les nappes et prévenir les agriculteurs dès le printemps que peut-être il n'y aura pas assez d'eau et que peut-être il faut semer autrement. Vous comprenez ? Il y a vraiment un lien entre la ressource et le monde agricole qui consomme beaucoup et qui sème. Qui est le premier consommateur d'eau en France. Et dans le monde. Alors, bon. Et pourtant, en France, on irrigue assez peu par rapport à d'autres pays. Par rapport au Maghreb, on irrigue assez peu. Beaucoup de régions sont en pluvial, comme on dit, c'est-à-dire ce qu'on a de la pluie. Alors, concernant la ressource, en fait, on a des solutions. Mais en France, on a beaucoup tardé à les mettre en œuvre parce qu'on n'avait pas de pression pour le faire. Bernard vient de parler. Parce que, comme vous le dites, on est béni des dieux. On est béni des dieux. Il n'y a pas de souci. Bon. Par contre, quand vous regardez nos amis espagnols, il faut quand même rappeler que la capacité de stockage de l'eau dans les barrages réservoirs en Espagne, c'est 5 fois le volume de la capacité française. Il faut quand même le rappeler. Bon, donc il faut que nous travaillions sur la possibilité de renforcer ces ressources. Alors, il y a plusieurs manières. Alors, par exemple, il y a les aquifères. Oui, alors on va en parler. Oui. Mais la première chose, c'est déjà de pouvoir peut-être utiliser ce qui existe, parce que d'un point de vue délai, c'est très court. Il existe des systèmes de rehausse des déversoirs sur les plans d'eau, sur les barrages réservoirs existants, que ce soit les hausses fusibles ou des rehausses fixes, qui peuvent permettre d'augmenter ce qui est stocké. J'ai pas compris, comment ça marche ? C'est-à-dire que dans un réservoir, lui c'est un expert des barrages, on a ce qu'on appelle un déversoir de trop-plein. Bon, ce déversoir de trop-plein, eh bien, on pourrait le rehausser. C'est-à-dire de 50 cm ou 1 mètre, si l'ouvrage le permet. Mais ça permet des stockages considérables en amont. Et il n'y a pas besoin de faire d'énormes études environnementales, parce que les terrains sont déjà acquis. Et là, on a une source de stockage qui est très importante, à des coûts très faibles. Les aquifères. On a travaillé dans le monde entier, on fait de la réalimentation artificielle d'aquifères partout dans le monde. Un aquifère, c'est la nappe phréatique. C'est ce que selon vous parlez. C'est la nappe phréatique. Mais en France, on gère à la montée et à la descente. C'est-à-dire qu'on suit physiquement la montée en faisant des mesures, mais on ne fait pas de réalimentation artificielle des aquifères. On va être obligé d'y venir. Et la troisième chose, c'est qu'on a quand même une réutilisation des eaux où on est au point... on est très très faible dans ce domaine. La réutilisation des eaux usées aujourd'hui, on en fait un peu sans le dire, parce qu'il y a toujours des impacts psychologiques et autres, mais il faut savoir que ça se fait en France. Bien sûr. Mais on ne le dit pas. Mais là, il y a un énorme potentiel. Sur les aquifères, sur les nappes phréatiques, on peut s'inspirer de l'exemple néerlandais, par exemple. Qu'est-ce qu'ils font de mieux que nous ? Les Néerlandais sont vraiment dans la nappe de surface, parce qu'il y a le Rhin et la Meuse qui arrivent, et nous avons des sols beaucoup plus profonds. Je vous parlais tout à l'heure de la nappe de la Beauce. La nappe est profonde dans des calcaires qu'on appelle karstiques, où il y a des trous, des galeries, etc. Et donc, on ne peut pas directement... On pourrait se comparer à peu près aux Pays-Bas, dans la basse vallée de la Loire, dans la basse vallée de la Seine, encore pas tellement. Vous voyez, donc on peut pas tellement. On peut toujours s'inspirer des gens des Pays-Bas parce qu'ils ont la science de l'eau, mais nous sommes dans un monde géologique assez différent. Et par exemple, on a parlé de nappe phréatique, très très importante dans beaucoup de régions, mais beaucoup de villes sont sur du granit en France. Prenez Saint-Brieuc, vous prenez des endroits que je connais bien, vous prenez Limoges. Donc ils ont construit des petits barrages retenant 3, 4, 5, 6 millions de mètres cubes, enfin c'est quand même pas tout à fait rien, pour garantir l'alimentation en eau, et ils suivent ça comme le lait sur le feu. C'est-à-dire que si l'eau descend trop vite à l'été, on commence à dire aux gens, attention, etc. Est-ce que ça suppose, on parle de gestion à long terme ou de stratégie de la gestion de l'eau, est-ce que ça suppose de nouvelles infrastructures en France ? Les infrastructures, des transferts d'eau, etc., c'est pas très facile à faire en France, parce que les Françaises et les Français adorent leurs lacs, même artificiels, mais il y a peu de consensus pour en faire. Et il y a pour en créer de nouveau, quoi. Pour en créer de nouveau. Et il y a des gens qui sont très contre, pour différentes raisons. Parce que la question se pose pour l'alimentation en eau, mais aussi pour l'hydroélectricité. On pourrait avoir tendance à dire, essayons d'en faire plus, parce qu'on manque d'électricité. Oui, ça nous permet d'être moins dépendants d'autres sources d'énergie et d'autres pays. Mais il faut quand même dire que
pour l'instant, les barrages hydroélectriques sont tous gérés en lien étroit avec les populations aval et les départements et les régions. Et donc, l'eau est optimisée à la meilleure valeur entre l'énergie quand l'eau passe et est turbinée et puis les gens qui en ont besoin. Je voudrais qu'on parle aussi des bassines agricoles, parce que c'est une thématique assez polémique qui revient régulièrement. Est-ce que c'est forcément la meilleure solution? Bernard Saunier, qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, d'abord, j'aime pas le mot bassine. C'est le terme qui est employé habituellement. Oui, mais enfin bon, parlons de plan d'eau. Oui. Le sujet, c'est de savoir comment il est alimenté. Est-ce qu'il est alimenté par un prélèvement dans une rivière en période de pluie importante? Est-ce qu'il est alimenté par un prélèvement dans la nappe? Et à quelle période? Et en fait, c'est tout le sujet. Donc, c'est pas le fait de créer un plan d'eau, c'est son alimentation, le sujet. Est-ce que si on prend l'eau pendant les périodes de grande pluie, que cette eau aille à la mer ou qu'elle soit stockée là, c'est parfait. Mais si on continue à piocher l'eau, à prélever l'eau dans la nappe phréatique en période de basse eau, là, ça devient problématique. Donc, en fait, tout ça, c'est une question de réglementation et de gestion au cas par cas. Mais est-ce que légalement, on peut le faire? Ce que vous décrivez en disant, c'est-à-dire en pleine période de stress hydrique, aller puisant dans les nappes phréatiques pour remplir un réservoir d'eau. Le préfet peut toujours interdire un prélèvement. C'est son droit, d'ailleurs, c'est ce qu'il fait. Sur les aquifères, sur les nappes phréatiques, il y a des préfets qui interdisent, par exemple, l'arrosage de golf, la limitation de l'arrosage agricole, etc. C'est normal. Ça, c'est du réglementaire. Mais là, au niveau conceptuel, faire un plan d'eau dans un endroit où il y a beaucoup d'eau quelques mois par an et que l'on pompe cette eau pour la stocker, ça n'a rien d'irrationnel. Vous êtes l'un et l'autre membre de l'Académie des technologies. On parle beaucoup aussi de gaspillage ou de fuite d'eau. Je crois qu'il y a, on disait dans une autre partie de l'émission, il y a 1 milliard de mètres cubes perdus. C'est le bon chiffre? C'est plus, c'est moins? C'est 30%. Mais 30% de l'eau qui n'arrive pas, qui se perd en route, quoi, c'est ça? De pertes dans les conduites en ville. C'est-à-dire que on perd beaucoup d'eau parce que les réseaux sont anciens. Ils savent mieux que moi. Mais quand, dans une ville, le maire décide de reprendre ses réseaux, ça coûte cher, mais en même temps, ça défonce les rues. Et donc, c'est pas si facile que ça à faire. Donc, en revanche... Oui, mais on ne peut pas se satisfaire de perdre 30% de la ressource. Quand vous savez qu'Alger, c'est 50% et qu'il y a très peu d'eau et que c'est de l'eau potable qui est perdue... C'est pas un problème spécifique à la France, c'est vraiment un problème global. À cause des glissements de terrain, à cause des évolutions des sols, etc., les réseaux vieillissent mal et ils sont tous très vieux. Un mot là-dessus. Juste, il faut simplement dire qu'aujourd'hui, le taux de renouvellement annuel des réseaux d'eau potable, c'est entre 0,5 et 0,7%. Ça veut dire qu'un tuyau, il doit durer 120 ou 130 ans. C'est déraisonnable. Il est évident qu'il faut qu'il y ait de l'injection de financement là-dessus. Et c'est tout le problème du prix de l'eau. Quand un certain nombre de collectivités reprennent en municipal l'eau, la première chose qu'ils font pour réduire les coûts, c'est de ne pas renouveler ou d'étendre les durées. Donc ça peut durer 5 ans, 10 ans, mais il y a un moment, il faut augmenter le prix de l'eau pour revenir à la réalité. Pour pouvoir investir. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous éclairer sur la situation en France dans notre semaine spéciale consacrée à la sécheresse et à ses conséquences. On passe à notre rubrique consacrée aux startups. Bonjour Thibault Lamarque, bienvenue. Vous êtes le président, le fondateur de Castali. Première question toute simple, traditionnelle dans cette rubrique. Quand et pourquoi vous l'avez créé? Bonjour Thomas. Alors, ce n'est pas une entreprise de la dernière pluie. Castali est né en 2011. Et j'ai travaillé sur le projet dès 2010. Et pourquoi? Parce que à l'époque, j'étais persuadé qu'il y avait un sujet majeur sur l'usage unique. Le plastique à usage unique, le verre à usage unique. Et donc, j'ai développé des solutions qui permettent à nos clients, donc des hôtels, des restaurants et des entreprises, de se passer du plastique et de se passer des bouteilles en verre telles qu'on le connaît aujourd'hui. C'est vraiment la quantité de bouteilles plastiques utilisées, consommées, ça vous semblait totalement aberrant, quoi. Alors, j'ai un parcours, dès la fin de mes études, j'ai fait un mémoire sur l'accès à l'eau dans les pays en voie de développement. J'ai démarré chez Veolia Environnement, qui est le leader mondial des services à l'environnement, et puis chez Alter Eco,
avec Tristan Lecomte qui m'a beaucoup inspiré. Donc on va dire que je me suis inscrit dans un parcours engagé. Castelli, c'était ma façon à moi de finalement trouver une solution. C'est l'écologie pratique, si vous voulez, et de venir résoudre un problème majeur qui est la plastification. Donc ce sont des fontaines à eau filtrées, eau microfiltrée. Ça veut dire quoi, une eau microfiltrée? Alors, on n'a pas inventé la fontaine à eau, ça fait 40 ans que ça existe. On peut dire qu'on l'a réinventé par contre, parce que la fontaine à eau que tout le monde connaît, c'est quelque chose de petit, noir et fabriqué en Chine. Nous, nos fontaines, elles ont été éco-conçues. Elles sont fabriquées dans le nord de la France, à Neuville-en-Ferrain ou en Italie. Et elles microfiltrent l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on lui retire les particules, les éventuels métaux lourds. On va la rafraîchir, on lui retire le goût du chlore. Et donc on a quelque chose de parfaitement neutre en bouche qui finalement vaut la même expérience que les plus grandes eaux que nos grands frères eau minérale et eau de source. Et par contre avec un bilan carbone où les ACV montrent qu'on a un impact qui est 88% inférieur à une bouteille classique. Ouais. Avec donc des bouteilles en verre. Ça, c'était obligatoire, si vous voulez être logique. Avec quel choix vous avez fait justement pour ce contenant? Alors, les contenants, il y a différents types de contenants. Quand je disais qu'on n'avait pas inventé la fontaine à eau, ce qu'on a repensé, c'est tous les usages autour de la fontaine. Aujourd'hui, une fontaine Castelli dans des bureaux, elle est installée dans le lieu de convivialité, à côté de la machine à café, et on va se servir d'eau plate, pétillante, avec des bouteilles, qui peuvent aussi être utilisées en salle de réunion, ou avec des gourdes. Et donc, on fabrique des gourdes en France. Voilà. C'est une entreprise agrémentée ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale. Pourquoi ce modèle économique? Pourquoi ce choix? Alors le modèle économique, c'est un modèle très classique. On est ce qu'on appelle for profit. J'ai des investisseurs, même si je reste le premier actionnaire de Castelli. Cependant, donc, on a un modèle économique, on est rentable. Le sujet, c'est que je pense que sur la répartition de la valeur, on peut faire les choses différemment et c'est ce que j'ai voulu faire. Et donc un agrément ESUS, donc il y a 1700 entreprises avec cet agrément en France. C'est un encadrement des salaires, et donc entre le plus haut et le plus bas salaire, c'est des fourchettes de 1 à 7 ou de 1 à 10. Et voilà, je pense que là, cette semaine, on voyait le fondateur de Patagonia qui plaçait 100% de ses actions qui donnait 100% de ses actions à deux ONG. Je pense que c'est ça qu'on attend aussi des entrepreneurs aujourd'hui, c'est de faire les choses différemment et d'aller plus loin que les modèles classiques. Ouais, il y a aussi un engagement pour faciliter l'accès à l'eau dans certains pays, par exemple en Éthiopie. Vous faites quoi là-bas? Alors effectivement, grâce à nos clients, puisque finalement, à chaque fois qu'un client signe un contrat avec Castelli, on fournit l'équivalent d'eau potable pour une famille de 4 personnes pendant la durée du contrat. On a des ambitions très fortes, puisque à 10 ans, on veut pouvoir alimenter 100 millions d'enfants dans le monde grâce à ce programme. Merci beaucoup, merci Thibault Lamarque d'être venu nous présenter les engagements et le modèle économique de Castelli. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.